Bonsoir, nous sommes le mercredi 6 avril. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 le journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Hier soir, Saint-Quentin en Yvelines organisait sa première soirée des entrepreneurs. Avec ses 12 communes et plus de 16 000 entreprises, l'agglomération espère attirer de nouveaux acteurs économiques sur le territoire. Retour sur cette soirée à suivre. Et Benoît Hamon s'est exprimé hier soir sur le projet de loi travail. Le texte examiné en ce moment à l'Assemblée nationale cristallise toujours les mécontentements. Une réunion publique était organisée pour l'occasion à Trappes afin d'échanger avec les habitants sur le texte. Et notre invité ce soir en plateau, Jean-Marc André, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles. Menace sur les libertés fondamentales, abus dans les perquisitions. Le représentant des avocats s'alarme sur l'état d'urgence prolongé récemment. Il reviendra avec nous sur la situation actuelle. Politique pour commencer, et de 12, ils sont donc 12 depuis hier à prétendre à la primaire organisée par la droite en vue de la présidentielle 2017. Jacques Millard, député des Yvelines, maire de Maisons-Laffitte, a annoncé sa candidature et il entend poser la question de la souveraineté de la France. Déjà surnommé le Donald Trump français, l'élu des Républicains a souvent fait parler de lui pour ses déclarations jugées sexistes, voire parfois même homophobes. En février 2015, il avait également fait polémique en allant rencontrer Bachar el-Assad. La primaire, je le rappelle, se déroulera en novembre. Tous les candidats doivent cependant obtenir avant septembre les parrainages de 2500 adhérents des Républicains, dont au moins 250 élus. Et je vous le disais en titre, hier soir, Saint-Quentin en Yvelines organisait sa première grande soirée des entrepreneurs, initialement prévue en novembre. Cet événement avait dû être reporté en raison des attentats. Un rendez-vous qui a rassemblé de nombreux chefs d'entreprise du territoire. L'objectif, comprendre leurs attentes et présenter les nouveaux axes de développement économique de Saint-Quentin en Yvelines. Camille Lambert nous en dit plus. Nous pouvons être fiers des 16 600 entreprises installées sur notre territoire avec des leaders dans de nombreux domaines. Il est classé parmi les 8 zones les plus innovantes du monde. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines a rendu hommage à ces entreprises. Mardi 5 avril, le Théâtre National a accueilli plus de 600 personnes pour la grande soirée des entrepreneurs. On doit tous sauver ce pays en se rassemblant beaucoup plus derrière la logique de l'entreprise, la création de richesses et de viser une hypercroissance de 3-4%. Et là, on pourra dire que la France aura retrouvé son rang, son niveau d'emploi, son niveau de vie, parce que le pouvoir d'achat, ça vient aussi de la création de richesses. Voilà ce qu'on a un peu essayé de faire passer ce soir. La majorité des invités présents dans la salle étaient des chefs d'entreprise. Ils ont répondu à plusieurs sondages afin de comprendre leurs attentes. Invitée d'honneur de cette soirée, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Moi, je souhaite refaire de l'Île-de-France une collectivité d'investissement parce que c'est de ça dont vous avez besoin. Des pôles attractifs dans lesquels on trouve ce carré magique, entreprise, formation, logement, transport. C'est ça que la région peut vous offrir. Olivier Dassault, industriel et député, et Xavier Fontanet, ex-PDG d'Essilor et professeur à HEC, ont également fait le déplacement. Dans leur discours, ils ont évoqué la réussite du Canada et de l'Allemagne pour sortir du marasme économique. De son côté, la communauté d'agglomération a fait savoir son soutien, notamment en termes d'infrastructures, de fiscalité et de formation, pour accompagner au mieux la création d'entreprises. On récompense les bonnes pratiques, on montre les bonnes pratiques, on récompense, on renforce, donc on est là pour les accompagner. La soirée s'est terminée avec les récompenses du premier festival du film d'entreprise. Dans les prochaines années, Saint-Quentin en Yvelines ambitionne de devenir la Silicon Valley française. Et l'événement n'était pas prévu. Hier soir, il y a une manifestation surprise organisée par la CGT, différents syndicats étudiants, mais aussi plusieurs élus de l'opposition de Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion de la soirée des entrepreneurs organisée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Ils en ont profité pour interpeller les élus et les employeurs sur le projet de loi travail en manifestant à l'entrée du théâtre pendant une partie de la soirée. Comme vous pouvez le voir, écoutez ces précisions recueillies au micro de William L. Ce qu'on conteste, c'est effectivement tous les cadeaux qui sont faits au patronat, les exonérations de cotisations sociales ou les lois qui permettent aux employeurs de flexibiliser encore plus, alors qu'on a déjà énormément de salariés qui souffrent de l'intensification du travail, des horaires décalés, des heures sup à n'en plus finir. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui se construit pour le rejet de la précarité, des mauvaises conditions de travail, des bas salaires. Donc on est venu se faire entendre des élus, des patrons. Et donc c'est effectivement très symbolique
que le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans un haut lieu de culture, qui est un des rares à avoir été épargné par la casse des subventions de l'année dernière, on organise aujourd'hui un grand raout pour tout le patronat local à base de petits fours, alors que dans la rue, les gens se battent pour leurs droits. Et alors que l'examen du projet de loi travail a débuté à l'Assemblée nationale, de nombreuses organisations syndicales continuent à s'opposer à ce texte. Le député Benoît Hamon a décidé d'organiser hier soir une réunion publique à Trappes. L'objectif pour le député des Yvelines, échanger avec les habitants sur ce texte, mais aussi éclaircir certains points avec l'aide d'un inspecteur du travail. Les précisions de William L. Donc on va faciliter le recours aux heures supplémentaires sans même qu'il y ait ce qu'il y avait au début du quinquennat, le gain de pouvoir d'achat pour les salariés. C'est un sujet qui rassemble mais qui questionne. Ils étaient une centaine mardi soir à Trappes venus chercher réponse à leurs interrogations sur le projet de loi travail. Une réunion publique organisée par Benoît Hamon pour échanger, mais surtout décrypter certains points souvent mal interprétés. Les médias en général parlent que de 2 points, les apprentis mineurs et puis les indemnités de licenciement. Donc le gouvernement a reculé sur les apprentis mineurs. Toutefois, il y a beaucoup d'autres choses dans cette loi, notamment un des fils rouges qui est l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire que l'accord d'entreprise pourrait primer sur l'accord de branche, le contrat de travail qui peut être mis à mal et puis la mise à mal aussi du principe de faveur. En binôme, les deux hommes vont analyser chaque article du texte, présenté et expliqué objectivement par l'inspecteur du travail. Benoît Hamon donne ensuite sa position. Pour lui, certains articles sont à garder comme le compte personnel d'activité ou le droit à la déconnexion, mais le texte doit être réécrit. Le fait que désormais la loi ne soit plus le socle qui protège, mais qu'un simple accord d'entreprise puisse créer un droit du travail moins favorable que la loi. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque entreprise, il y ait son propre code du travail. Tout ça, à mon avis, va être très négatif et ne garantit absolument pas les créations d'emplois. C'est la raison pour laquelle j'espère que ce texte sera retiré pour être substitué ou alors profondément remanié. Au menu des propositions à inscrire dans la loi, la reconnaissance du burn-out, sujet cher à Benoît Hamon. Après l'Oise et l'Essonne, c'est la 3e réunion publique organisée par le député. Prenons à présent la direction de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Une conférence débat sur la thématique liberté et sécurité était organisée dans un amphithéâtre de la faculté de droit et de sciences politiques à Guyancourt. Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, était présent à cette occasion pour débattre pendant plus de 2 heures avec une vingtaine d'étudiants. Il était au micro de notre journaliste Michael Almidoro. Après chaque grand événement, comme les attentats de New York, comme les attentats de Paris, un peu plus de mesures de contrôle, un peu plus de mesures drastiques, un peu moins de liberté, au prétexte, nous dit-on, d'une amélioration de la sécurité ou pour garantir notre sécurité. Alors ce que je constate, et chacun peut le constater, c'est que les lois s'empilent, les mesures restrictives de liberté s'empilent, et en même temps la sécurité n'est pas systématiquement là. Et nous accueillons en plateau ce soir Jean-Marc-André Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé bâtonnier en décembre dernier. Vous avez 48 ans et vous avez fait vos débuts en tant qu'avocat dans un cabinet à Saint-Quentin-en-Yvelines, si je ne me trompe pas. Alors, nous revenons d'abord sur l'actualité. Vous êtes récemment exprimé sur vos craintes concernant la prolongation de l'état d'urgence. Alors, à la fin du mois de février, l'état d'urgence a été reconduit jusqu'au mois de mai. Qu'est-ce qui vous inquiète spécifiquement dans cette décision du gouvernement ? Ce qui m'inquiète, a priori, je pense que je ne suis pas le seul, c'est que l'état d'urgence, par définition, doit demeurer quelque chose d'exceptionnel sur une période déterminée. Et on voit bien aujourd'hui, notamment avec les dernières déclarations, notamment de M. Le Foll, qu'on risque de prolonger encore cet état d'urgence au-delà du 26 mai prochain, compte tenu de l'euro. Ce qui est embêtant, c'est qu'on sait très bien que dans le cadre de cet état d'urgence, les résultats ont été significatifs dans les 15 premiers jours, dans les 3 premières semaines. Aujourd'hui, le risque, c'est de pérenniser des mesures d'exception dans le cadre du droit commun et donc de faire en sorte que l'exception devienne la règle et non plus l'exception. Alors, à la lumière des derniers événements qui se sont déroulés donc à Bruxelles le 22 mars dernier, les attentats donc dans la capitale belge qui ont fait 32 morts, je le rappelle, et près de 340 blessés, il est normal que l'État français redouble de vigilance. L'état d'urgence paraît donc inévitable. Ça a permis aussi de faire des arrestations, des perquisitions, notamment à Argenteuil, je pense.
Oui, il y a eu des arrestations, il y a eu des perquisitions, mais la commission parlementaire de contrôle vient encore de le démontrer. Aujourd'hui, les mesures propres à l'état d'urgence ne sont plus un gage d'efficacité pour la protection des citoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il aurait fallu, de mon point de vue en tout cas, arrêter l'état d'urgence, je pense, avant l'expiration des 3 premiers mois. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que politiquement aussi, qui va oser prendre le risque de suspendre ou d'arrêter l'état d'urgence si 48 heures après ou quelques jours après, de nouveaux incidents malheureusement devaient intervenir sur le territoire. Donc je crois qu'on est parti pour un état d'urgence qui risque de rester la règle et d'être pérennisé sans qu'il y ait vraiment de résultats concrets sur la sécurité des citoyens. Mais quelles sont les autres solutions dans ce cas-là? Parce que est-ce qu'on a assez d'armes législatives suffisantes pour justement lutter contre le terrorisme actuellement? Depuis les événements dramatiques de New York du 11 septembre 2001, on a pris des tas de mesures législatives. La difficulté en France, c'est qu'à chaque fois qu'il y a malheureusement un événement dramatique, eh bien, on va créer une nouvelle loi sans même prendre le temps de faire le bilan de la précédente. On a quand même eu la loi renseignement il y a quelque temps qui a été prise. Maintenant, on a une nouvelle loi sur le terrorisme et le financement du terrorisme et les règles de procédure pénale qui est en débat actuellement au Parlement, mais on ne fait jamais l'inventaire de la loi précédente. Donc on accumule, et en plus, malheureusement, on n'a pas souvent les moyens non plus de nos ambitions, ce qui est un gros problème de la justice, comme l'a dit Monsieur le garde des Sceaux hier dans son interview au JDD. Donc les autres solutions à mettre en place, si ce n'est pas refaire de nouvelles lois, du coup, quelles seraient-elles ? Ce serait, à mon avis, déjà de faire le bilan des lois qui existent, de pouvoir faire en sorte que ces lois soient exécutées normalement et de donner les moyens en amont à la justice et aux services de renseignement de faire leur travail. C'est un problème de moyens financiers. Les syndicats de police se déplorent justement ce manque de moyens financiers. Ils ne sont pas suffisants sur le territoire. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Mais nous, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez le cri d'alarme qui a été poussé par mon homologue de Bobigny il y a quelque temps, qui est repris aujourd'hui par la chancellerie, c'est une réalité. La justice, malheureusement, en France, est sinistrée. On sait que les Français consacrent 61 € par habitant et par an à leur justice, alors que dans d'autres pays qui sont aussi comme nous, qui subissent les conséquences de la crise, se donnent les moyens financiers d'avoir une justice quand même qui permette d'avancer. Aujourd'hui, la justice est sinistrée, il manque des personnels de greffe, il manque des magistrats, les dossiers s'accumulent et ne sont pas traités, donc ça pose aussi un problème de crédibilité de l'institution judiciaire. Vous en appelez au gouvernement par rapport à ce manque de moyens? Quelles sont les réponses qu'on vous donne peut-être? Moi, je pense qu'il y a urgence, effectivement, il y a un état d'urgence, mais il y a une urgence pour la justice aujourd'hui à ce que l'État prenne enfin la mesure de la difficulté que rencontre l'institution judiciaire et se donne les moyens d'avoir dans un État démocratique comme le nôtre, dans un État de droit, après avoir une histoire quand même au niveau de ce que représente la France au niveau du droit dans le monde entier. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Donc oui, le cri d'alarme, je le pousse aujourd'hui et je demande à ce que le budget de la justice soit aujourd'hui à la hauteur de ce qu'il devrait être dans un grand pays démocratique. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de la réforme pénale de l'antiterrorisme. Elle est en discussion. Elle est qualifiée de très rigoureuse. Certains parlent même de mesures liberticides. Vous, votre analyse, est-ce que cette réforme va trop loin ? La réforme est encore en discussion aujourd'hui et notamment va revenir au Parlement. Il y a des mesures qui vont faire en sorte que, oui, il peut y avoir des atteintes aux libertés publiques, aux libertés individuelles, à partir du moment où on fait en sorte d'esquiver le rôle du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, et la présence de l'avocat aussi dans le cadre de ces procédures, puisque notamment il peut y avoir des rétentions de personnes pendant une durée de 4 heures sans qu'il y ait nécessairement un avocat. C'est la raison pour laquelle la profession aujourd'hui se mobilise à l'occasion de modifications du Conseil supérieur de la magistrature et d'une réforme constitutionnelle pour faire en sorte que la garantie, le droit à l'avocat soit constitutionnalisé aujourd'hui en France, comme ça se fait à l'instar de grandes démocraties. Alors j'aimerais qu'on vienne plus proche de nous, donc dans les Yvelines, à Versailles notamment, le procureur veut intensifier la lutte contre la radicalisation. Est-ce que vous allez être consulté
pour ces mesures. Vous allez jouer un rôle aussi dans cette approche. Oui, je pense que le barreau et les avocats ont bien évidemment leur place à prendre. Je sais que M. le procureur de la République, et il a raison de le faire, veut travailler sur ce terrain-là. Et je pense qu'on est au cœur, là, vraiment, de la difficulté, d'aller dans les quartiers, d'aller dans les cités pour essayer de voir ce qui se passe un petit peu et d'essayer de faire en sorte de comprendre pourquoi, malheureusement, tant de jeunes qui sont français, qui ont été élevés ici, qui partagent nos valeurs, aujourd'hui sont tentés par une aventure complètement folle de partir ailleurs pour faire ce que l'on a vu récemment. Donc je pense qu'il faut aussi travailler bien évidemment en amont pour essayer de comprendre. Et bien évidemment, les avocats ont leur place dans ce travail. Alors quel rôle, quelle place, comment vous allez peut-être jouer par rapport à ça ? Pratiquement, très concrètement. Expliquer ce qu'est un état de droit, ce qu'est les règles de vie collective, expliquer aussi ce qu'est la laïcité, la place de la religion, de manière à ce qu'on puisse faire en sorte qu'on apprenne à vivre ensemble et ne plus avoir à vivre les uns contre les autres. Et c'est pour ça que ce travail, à mon avis, sera très long à mettre en place, mais je pense qu'il peut porter ses fruits, notamment auprès des plus jeunes. Car la lutte contre l'islamisme, donc la radicalisation, est devenue une priorité judiciaire dans les Yvelines. Est-ce qu'il faut prendre plus de précautions ? Cela va peut-être changer vos priorités également dans votre mandat de bâtonnier ? Oui, il va y avoir des orientations qui vont être différentes. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis bâtonnier pour 2 ans, mais ça se poursuivra bien évidemment après, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine, un travail de terrain, où il faudra, là encore, donner les moyens pour permettre à ces missions de porter leurs fruits. Alors si on revient sur votre rôle, vous vous occupez également des permanences pénales qui donc permettent aux justiciables d'être représentés en comparution immédiate devant le juge d'instruction. Vous gérez les litiges entre avocats, mais aussi avec les magistrats ou les clients. Et vous vous occupez également des relations avec le procureur, le président du tribunal comme de la cour d'appel et du conseil des prud'hommes. Vous êtes élu pour 2 ans. Vous avez d'autres priorités forcément que l'état d'urgence ou le terrorisme. Oui, quelles vont-elles être ? La priorité pour moi aujourd'hui en tant que bâtonnier des avocats du barreau de Versailles, qui regroupe quand même 750 avocats, donc on a la chance d'avoir un maillage territorial important sur le département des Yvelines, c'est de faire connaître le barreau de Versailles, les compétences des avocats que je représente aujourd'hui et pendant ces 2 années, et de dire aux justiciables, car le besoin de droit dans ce pays est immense, il est énorme, de leur dire « vous avez des avocats compétents, proches de chez vous, donc n'hésitez pas à aller voir ces avocats. Ils sont formés, ils sont disponibles et ils savent, ce sont quand même les professionnels du droit, c'est l'avocat et pas un autre professionnel. » Donc rendre les avocats finalement plus accessibles, pousser les gens à peut-être pousser leurs portes et pousser leurs portes, à regarder sur les sites internet également, à prendre contact avec l'ordre des avocats s'ils ont besoin d'une consultation ou de renseignements. Donc voilà, il existe aujourd'hui des tas de portes d'accès à la profession d'avocat pour les justiciables, donc n'hésitez pas à aller les voir pour ne serait-ce qu'une consultation. Parfois, une consultation d'avocat permet de faire en sorte qu'un litige va tout de suite reprendre la place qu'il aurait dû avoir et trouver une solution amiable. 2 ans pour un tel travail, c'est suffisant ? Il faut se donner les moyens tous les jours pour essayer de ne pas avoir de regrets à la fin. Voilà, donc je m'y emploierai. Merci beaucoup Jean-Marc André d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Transport maintenant, la nouvelle passerelle de la gare de Versailles-Chantier est entrée en service depuis mardi matin, 5h. Elle devrait permettre de faciliter les déplacements des milliers de voyageurs qui transitent quotidiennement par ce lieu. Valérie Pécresse a fait le déplacement pour l'occasion. Un reportage signé Fanny Bourdillon. C'était devenu un cauchemar pour les usagers depuis que la gare de Versailles-Chantier était en travaux. La situation devrait désormais s'améliorer. Mardi matin, Valérie Pécresse s'est rendue sur place pour la mise en service de la passerelle 2. Composée de 4 escaliers mécaniques et de 4 ascenseurs supplémentaires, cette passerelle va augmenter le confort des voyageurs. Ce qui est magnifique dans ces travaux, c'est l'intelligence qui a été mise. On s'est mis à la place du voyageur. Comment simplifier la vie du voyageur ? D'où vient-il ? Quel bus prend-il ? En réalité, c'est une gare à visage humain. C'est une gare qui est partie de l'humain. Et je crois que ça, c'est très emblématique de ce qu'on doit faire aujourd'hui avec les transports. Pas des transports déshumanisés, mais des transports profondément humanistes qui font gagner du temps aux voyageurs, mais qui aussi lui offrent des services. Avec 65 000 voyageurs et 1000 trains qui transitent ici chaque jour, la gare des Chantiers est la 2e gare la plus importante de l'ouest parisien en termes de flux. Vite saturée, les travaux étaient devenus indispensables. C'est une gare très empruntée, comme vous le savez,
et qui était devenu quasi saturé. Il suffit de se rendre le matin aux heures de pointe pour s'en rendre compte. Donc là, ça va désaturer cette gare et qui est essentielle dans la logique du Grand Paris. Le budget des travaux s'élève à 65 millions d'euros, dont la moitié a été financée par la région Île-de-France. Mais le chantier n'est pas terminé. Les travaux de rénovation et d'agrandissement de la gare se termineront en 2018. Et il est temps à présent de passer à notre chronique environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale de l'eau et de l'initiative d'un établissement yvelinois, le collège Jules Verne aux Mureaux, a sensibilisé pendant une semaine ses élèves de 5e sur ce sujet. Pour nous en parler en plateau avec nous, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors vous l'avez dit, la journée mondiale de l'eau, c'était le 22 mars dernier. Ça a été initié par les Nations Unies pour célébrer l'or bleu. L'idée d'une semaine scolaire 100% eau est venue de l'Office du développement durable des Mureaux et de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, placée sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et celui de l'économie. Ces deux éléments ont proposé à Hélène Hervé, professeure de sciences de la vie et de la terre au collège Jules Verne des Mureaux, d'organiser une semaine thématique. Elle nous en explique le but. L'idée, c'est de les sensibiliser au respect de leur environnement, qu'ils arrêtent de jeter des choses partout par terre, qu'ils voient que ça a des conséquences sur les autres êtres vivants, sur les autres humains. Et c'est une des formes pour nous qui permettent de les sensibiliser à la vie en groupe. Voilà. Alors, durant cette semaine, ils ont eu une programmation chargée. Ils ont notamment découvert la station d'épuration de la commune, visité un appartement pédagogique ou encore étudié une facture d'eau de cet appartement, justement. Ils ont aussi visionné des films comme La soif du monde de Yann Arthus Bertrand. Ils ont été sensibilisés à la crue Centenale, un possible débordement important de la Seine. Ils ont réalisé des courts-métrages, fait des petites expériences autour des arbres et de leur importance. Dans ces expériences, notamment, ils modélisaient une forêt avec de la farine et des allumettes et ils simulaient une pluie violente pour voir ce que ça pouvait donner. Écoutez Hélène Hervé. Donc ça montre simplement que d'un simple point de vue mécanique, le fait d'avoir des végétaux plantés dans le sol, sans tenir compte même de toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les végétaux et le sol, eh bien ça retient le sol, ça préserve le sol. Donc l'idée, c'est d'arrêter de bétonner, qu'ils comprennent bien pourquoi c'est important d'arrêter de bétonner, de revégétaliser ce qui est en train de se passer sur les Mureaux. Alors le public choisi, ce sont des classes de 5e de l'établissement et ce n'est pas anodin puisque l'eau est partie intégrante de leur programme scolaire. L'eau est une thématique pluridisciplinaire pour les 5e. Le cycle de l'eau est étudié en physique-chimie, la vie des cours d'eau sur les paysages c'est en sciences de la vie et de la terre et en histoire géo, ils étudient les inégalités de l'accès à l'eau. Alors on ne doute pas qu'ils ont acquis beaucoup de connaissances pendant cette semaine. Alors cette semaine, c'était une vingtaine de professeurs et les 4 classes de 5e de l'établissement, soit 80 élèves. Ils ont tous été sensibilisés, mais le plus simple pour voir ce qu'ils ont retenu, c'est d'en écouter quelques-uns. J'ai appris qu'il ne fallait pas gaspiller l'eau quand on se brosse les dents ou quand on fait la vaisselle ou quand on se douche. J'ai appris que dans certains pays, il n'y a pas de l'eau comme chez nous, qu'eux, ils prennent des heures ou presque des minutes pour aller jusqu'à l'eau d'un puits. Quand on se lave les dents, on ne laisse pas couler l'eau. Quand par exemple on ferme, on met dans un gobelet, comme ça on n'économise pas trop l'eau. Et quand on fait la vaisselle aussi, par exemple on lave, après on ne laisse pas l'eau couler. On n'utilise que pour des bonnes choses, que pour des bonnes raisons. Pour se brosser les dents, quand on a soif, quand on se lave. Moi j'ai appris que comment l'eau elle passait dans les tuyaux, etc. jusqu'à chez nous, qu'elle passait dans la douche et tout, et qu'il faut partager l'eau à travers le monde. Et si vous aussi vous voulez vous sensibiliser à la question de l'eau, rendez-vous sur le site des Nations Unies. De nombreuses vidéos sont à votre disposition pour découvrir toutes les problématiques. Et toujours dans le thème de l'environnement, Mélanie, vous avez un rendez-vous à nous proposer. Alors, celui-ci, c'est l'association Sky en Transition qui vous donne rendez-vous le samedi 9 avril. À partir de 14h, vous pourrez participer à la création de 2 mini-potagers à Manille-les-Hameaux. Pensez à vous inscrire pour participer. Merci beaucoup Mélanie. Et un dernier mot de culture avant de refermer ce journal. Vous les entendrez partout cet été. Retenez bien ce nom, c'est General Electric, un groupe hors norme mélangeant tous les styles. Il était de passage vendredi soir à la batterie de Guyancourt. Fanny Bourdillon a assisté au spectacle. Regardez.
pop, funk, rock et électro, General Electric, un groupe au style inclassable. Hervé Salters, leader du groupe et fan de synthé vintage, aime mélanger les genres. Tout ce que moi j'aime, je mets ça dans le sac et puis je secoue et je vois ce que ça donne, quoi. Et l'idée c'est de faire ça sans censure, de laisser venir les morceaux et de pas trop calculer justement pour savoir si ça va faire un morceau de rock ou de funk ou quoi, mais juste laisser partir. C'est avec ce morceau, Raid the Radio, que le groupe se fait connaître du grand public en 2009. De nouveaux sons entêtants. 2016 peut être l'année de la confirmation pour General Electric avec leur 4e album To Be a Stranger. Un opus où Hervé Salters, parisien d'origine, revient sur sa vie d'expatrié. J'ai ce sentiment d'avoir perdu mes racines et de ne plus appartenir à nulle part, qui est un sentiment un petit peu aigre-doux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très chouette avec ça, puisqu'on se sent assez libre, on a la sensation d'être un petit peu, de flotter en observateur au-dessus des choses. Et en même temps, on se sent un petit peu nostalgique, parce qu'on a plus cette espèce de confort qui vient du fait d'appartenir quelque part, quoi. Vendredi soir à la batterie de Guyancourt, le groupe était face à un public conquis. Certains même les suivent depuis leur début. Nous, on les a souvent vus au Bataclan ou à la Cigale, donc c'est pas des salles très très grandes, mais c'est là, super chouette de les voir à côté comme ça, pas cher, bien. Ça bouge bien et ça me donne très envie de découvrir. J'ai pas encore écouté le dernier album, mais je préfère le découvrir sur scène. Moi, j'ai découvert la General Electric il y a 7 ans, à la Clé des Champs, à Plaisir. Et ça a été le coup de foudre, c'est génial. Et depuis, j'essaye de voir tous les concerts. General Electric est en tournée jusqu'à fin novembre. Ils sont programmés dans de nombreux festivals d'été, dont les Solidays le 26 juin prochain. Une preuve qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre Kiosque, votre magazine présenté par Sephora Namani. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.